L'histoire du jour, c'est celle de Yann Gaudin. Il est conseiller Pôle emploi à Rennes. Il est avec nous dans À l'air libre. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, pour vous présenter, on parle souvent d'un lanceur d'alerte de Pôle emploi. Voilà le statut que vous avez conquis, un peu malgré vous, parce que la direction vous avez plusieurs fois menacé de sanctions. Vous aviez un entretien hier qui aurait pu déboucher sur une annonce de licenciement. Il y a eu tout un soutien très important qui s'est monté autour de vous. Il y avait beaucoup de gens qui vous entouraient hier. On va venir sur le fond du sujet pour que tout le monde comprenne ce qui se joue autour de votre cas. Mais d'abord, commençons par la bonne nouvelle, c'est que a priori, il n'y a pas de menace de licenciement qui pèse sur vous. Est-ce que en revanche, il y a d'autres menaces qui continuent à peser? Si, il y a toujours la menace du licenciement, puisque en fait, hier, on ne m'a pas annoncé de sanctions précises, mais la procédure est toujours en cours. C'est-à-dire que là, j'ai 5 jours pour saisir une commission nationale, une commission paritaire, composée de syndicats. Et ensuite, cette commission a 15 jours pour se réunir et donner un avis qui n'est que consultatif, qui n'est pas contraignant. Et la direction a jusqu'à 30 jours, comme pour tout le monde, comme pour tout salarié, jusqu'à 30 jours après l'entretien d'hier, pour signifier une sanction, si sanction il y a. Mais pour le moment, la procédure est toujours en cours. D'accord, donc une procédure toujours en cours et pour qu'on comprenne son objet, qu'est-ce qui vous a été dit? Qu'est-ce qui vous est reproché? Parce que ce qui transpire finalement, c'est que quasiment vous auriez fait trop de zèle, vous auriez trop appris aux allocataires sur leurs droits, sur ce dont ils pouvaient bénéficier, mais de façon tout à fait légale. On imagine que c'est le genre de reproche qui est quand même compliqué à formuler à un conseiller Pôle emploi qui normalement est fait pour ça. Et est-ce que donc il y a d'autres reproches qui vous sont faits? Non, en fait là, dans le cadre de cette procédure, effectivement, il y avait 100 pages, il y a 100 pages dans le dossier disciplinaire à charge contre moi. En réalité, dans ces 100 pages, il y a principalement des copies écran de mails que j'ai pu envoyer à des demandeurs d'emploi, donc des mails d'information. Hein, donc voilà, c'est mon travail et la direction le dit elle-même dans les médias que c'est le travail normal d'un conseiller que d'informer les demandeurs d'emploi. Il y a aussi dans ce dossier des témoignages anonymes sous quand même attestation de témoins qui disent il perturbe notre travail, il perturbe le travail de l'agence, il perturbe le travail des collègues parce qu'il rend service à des personnes qui ne sont pas rattachées à son portefeuille, comme on dit, et ni même à l'agence de Rennes Sud, ni même au bassin de Rennes. Enfin, voilà. Donc, tout ça sans aucune référence par rapport justement à mon périmètre d'activité. Et en fait, s'il y en avait des références, ça ferait longtemps qu'il me les aurait données, puisque le directeur régional a dit hier aux médias, le contentieux dure depuis 2015 en réalité. Alors il a raison, mais en réalité il dure depuis 2014. Et ça fait depuis 2014 qu'on me ramène ça régulièrement. Vous dépassez votre périmètre, etc. avec menace de sanction. Et puis voilà, aujourd'hui on est sur une procédure pour une sanction très lourde. En réalité, voilà, c'est l'obligation de l'employeur, s'il me reproche de dépasser mon périmètre, que d'apporter des références qui valent pour tous les conseillers de France. Hein. Il est hors de question, évidemment, qu'un conseiller ait des droits réduits par rapport à d'autres conseillers qui font le même métier, parce que derrière ça, ce sont les droits des usagers qui sont en jeu. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, si d'un coup j'avais un avenant à mon contrat de travail qui dirait vous ne renseignez que des gens qui habitent tout près de l'agence Rennes Sud et qui sont donc rattachés à cette agence, donc moi, je devrais prévenir toutes les personnes que, attention, moi, je suis désolé, je vais vous rendre un service, mais qui va être plus limité qu'un autre collègue, parce que la direction le veut. Non, on est en République française, il y a une égalité de droit des citoyens envers l'administration et envers les services publics. Donc, tout usager, tout demandeur d'emploi a les mêmes droits auprès de n'importe quelle agence en France et n'importe quel conseiller.
Alors, vous revenez sur cette question. D'ailleurs, j'en profite parce que vous bloguez à Mediapart, il faut le dire, et un de vos derniers billets, il porte là-dessus. Au fond, c'est quand vous êtes allocataire Pôle emploi, auprès de qui vous avez un conseiller référent, hein, mais est-ce que c'est que lui qui est censé vous parler? Est-ce que vous pouvez avoir des échanges avec d'autres personnes de Pôle emploi? Là, vous faites toute la pédagogie de ça. Pourquoi c'est si important pour vous au point de consacrer un blog? De continuer à donner toutes ces billes-là, notamment pour les intermittents. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on voit bien avec l'actualité Covid et tous ces spectacles qui peuvent pas reprendre tout de suite, qui sont un peu en première ligne de la crise sociale qui vient. Ils sont aussi parmi vos premiers soutiens. Hier, vous étiez soutenu par la coordination des intermittents et précaires de Bretagne. Voilà, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle particulier à jouer auprès de ce public-là en particulier? Alors, il se trouve que sur mon blog, effectivement, sur la plateforme Mediapart, donc le blog qui est consultable gratuitement, tous les articles sont consultables gratuitement. Il y a des articles qui concernent plus particulièrement les intermittents, puisque je connais très bien leur situation pour être spécialisé depuis 2009. Donc, y compris dans ce dernier article. Ce dernier article, je l'ai écrit parce qu'évidemment, il y a des gens qui suivent mon histoire de salarié et qui pourraient mal comprendre aussi l'espèce de message qui est envoyé par ma direction et qui pourraient se dire voilà, moi je suis enfermé en fait, même si ça se passe mal avec mon conseiller, ben je suis contraint, ferré de rester avec ce conseiller et de ne m'adresser à personne d'autre. Or, pas du tout. Il y a encore une fois aucun texte, aucune référence en interne. On a une fiche de poste très détaillée avec plein d'activités. Et il se trouve que moi, tous mes actes métiers correspondent bien à cette fiche de poste. Pour ce qui est des intermittents, d'ailleurs, il y a un document de cadrage national qui dit très clairement ce qu'un conseiller en région peut faire et ce qui est réservé à une entité qui gère leurs allocations, qui se trouve en Île-de-France, dans des locaux qui ne sont pas ouverts au public. Du coup, moi, je respecte scrupuleusement ce document que je connais très bien, qui existe depuis 2015 au moins, qui a été mis à jour, etc. Par contre, ma direction locale en Bretagne, elle, manifestement, on ne connaît pas ce document ou ne l'a pas bien compris, pourtant il est très explicite, puisque on me reproche de donner des informations aux intermittents. Mais j'en ai parfaitement le droit, et non seulement j'en ai le droit, mais j'en ai le devoir. Un intermittent qui se présente en agence, qui est en difficulté, qui a besoin d'une réponse urgente sur son dossier, on doit lui dire tout ce qu'il y a dans son dossier, éventuellement même lui montrer son dossier. Donc ça n'a aucun sens, tous ces griefs. Et puis toutes ces brimades que j'ai subies depuis 6 ans sont complètement illégitimes et sont complètement, quelque part, complètement illégales. Je vais vous poser la question un peu brutalement. Est-ce que vous croyez qu'on vous reproche de faire perdre des sous à Pôle emploi? Alors, j'ai sur le blog écrit un article pour apporter 7 hypothèses qui pourraient être à l'origine ou qui pourraient expliquer toutes ces anomalies, enfin de réelles pratiques frauduleuses dont a connaissance la direction, que non seulement elle couvre, mais elle perpétue. Moi, je n'ai pas, évidemment, je n'ai absolument pas les moyens, moi, en tant que petit conseiller à Rennes, de mener une investigation nationale pour comprendre quels sont les responsables et puis est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça, en lien avec qui? Est-ce que c'est purement interne à Pôle emploi ou est-ce que c'est peut-être lié au gouvernement, à l'UNEDIC, aux investisseurs internationaux, dont certains sont basés dans des paradis fiscaux, qui spéculent sur la dette de l'UNEDIC, donc qui ont eux évidemment tout intérêt à ce que l'UNEDIC encaisse un maximum d'argent et en dépense un minimum. Voilà. Mais je suis pas complotiste dans le sens où je vais pas affirmer que c'est certainement ça l'explication. Maintenant, voilà, pour les syndicats qui défendent les salariés Pôle emploi, bon, évidemment, la masse salariale, quelque part, elle dépend aussi des dépenses de l'établissement, aussi bien des dépenses de fonctionnement, mais aussi, comme on est financé aux 2 tiers par l'UNEDIC
et puis un tiers par l'État. Oui, il y a des enjeux après d'intérêt privé, d'intérêt personnel, individuel, en termes de masse salariale aussi. L'argent, oui, il y a peut-être un rôle là-dedans. Maintenant, si demain, et on peut le faire très simplement, on permet à tous les citoyens, et pas seulement eu égard au service de Pôle emploi et à l'indemnisation par Pôle emploi, mais également par rapport à la CAF, etc. On pourrait très bien avoir un site internet où chaque mois, chaque citoyen qui le veut, en tout cas, déclare ce qu'il a gagné dans le mois, combien d'heures il a travaillé, etc., comme les usagers de Pôle emploi le font chaque mois, et puis ça déclencherait automatiquement les aides auxquelles ils ont droit. Voilà. Bon, maintenant, si on fait ça, évidemment, il va y avoir des dizaines de milliards chaque année d'argent public à dépenser en plus. Ouais, vous soulignez ce phénomène qu'on appelle le non-recours. On parle souvent des fraudes, mais en réalité, c'est sans doute pas grand-chose à côté du non-recours au droit qui prévaut chez beaucoup de gens qui pourraient faire la loi. Et notamment, et surtout, les plus en difficulté, les plus précaires, notamment ceux qui maîtrisent peu la langue française et qui n'arrivent pas à s'en sortir et du coup qui n'arrivent pas à lire tout simplement les textes pour savoir de quel droit ils pourraient bénéficier. On va dire que c'est plutôt la personne très cultivée, habituée à l'usage de l'informatique, qui va être plus initiée que les autres et qui va pouvoir bénéficier à plein de ses droits. Donc c'est pas très juste. Ça peut être corrigé très vite. Bon, après, moi j'ai bien conscience évidemment qu'il faudra de nouveaux arbitrages, peut-être redescendre des paliers pour certains droits, etc. pour ne pas faire peser sur les concitoyens contribuables, et tout le monde l'est quelque part, puisque si on fait ses courses, on paye la TVA. Donc, pour ne pas faire peser sur tout le monde une très forte augmentation de dépenses sociales. Enfin bon, après, ça m'appartient pas, c'est de la politique, c'est le rôle du gouvernement et puis des partenaires sociaux éventuellement. Alors, les partenaires sociaux, parlons-en, ce sera ma dernière question, parce qu'à l'heure où on enregistre cette émission, les syndicats rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron pour parler de la fameuse réforme de l'assurance chômage, donc qui concerne Pôle emploi, on a beaucoup documenté à Mediapart. On va pas raconter tout ça, mais à quel point elle peut être très dure pour certains allocataires ou pour certaines personnes qui auraient pu espérer devenir allocataires. Vous, votre point de vue, c'est quoi? C'est que vu la crise sociale qui est en train d'arriver à la suite de la pandémie, il faut tout suspendre. Alors en fait, c'est très simple. Cette réforme qui a été décidée par le gouvernement, puisqu'habituellement c'était les partenaires sociaux, les syndicats, qui négociaient tous les 2 ans le règlement d'assurance chômage. Là, c'est le gouvernement donc qui a décrété ses propres règles et qui effectivement était particulièrement dure, particulièrement inédite également. Maintenant, ce règlement, il a été fait dans un contexte de faible taux de chômage qui diminuait de mois en mois, de trimestre en trimestre. Par exemple, en Bretagne, on était quasiment au plein emploi avant le confinement. Après, bon, il y a des territoires qui restent, qui étaient encore très touchés avec des taux de 15-20% de chômage, notamment dans le nord de la France. Mais bon, là aussi, il y a un principe républicain. Tout le monde bénéficie des mêmes droits et donc le règlement d'assurance chômage s'applique sur le territoire dans son ensemble. Maintenant, bon, pour ce qui est de la deuxième lame, qui risquait fort pour un grand nombre de personnes qui travaillent de manière alternative, enfin, qui ont des contrats courts, et puis des petites périodes de chômage, comme les saisonniers, par exemple, et puis plein d'autres métiers encore. Ces gens-là risquaient de se retrouver avec des toutes petites allocations, donc ça leur aurait fait très mal. Et puis, donc ça a été repoussé là dans un premier temps au mois de septembre, l'entrée en vigueur de cette deuxième lame. La première lame, elle est déjà en vigueur puisqu'elle est passée en avril, c'est-à-dire que maintenant il faut avoir travaillé 6 mois pour ouvrir des droits, alors qu'il fallait avoir travaillé que 4 mois précédemment et même seulement 1 mois à temps plein pour recharger des droits. Maintenant, ce que j'ai entendu dire, c'est que le gouvernement pourrait finalement revenir sur, y compris ces conditions d'affiliation qui sont en vigueur depuis avril. Donc,
Personnellement, moi, je suis pas inquiet parce que ce serait une telle catastrophe que cette réforme s'applique dans un contexte de très fort taux de chômage et puis surtout de moindres opportunités. Bon, ça serait très risqué au niveau de la paix sociale. Donc, je pense que il serait très raisonnable de revenir à des conditions comme on les avait connues, par exemple, dans le règlement précédent. Très bien. Écoutez, merci Yann Godin d'avoir Merci à pris le vous. temps de nous parler. Et puis, on se tient au courant, évidemment, des suites de la procédure que vous nous avez expliquée. Merci beaucoup. Merci.